Salut à tous. Les frappes cinétiques semblent maintenant presque inévitables parce que les négociations ne paraissent pas progresser. L'Iran ne cède pas. Il veut contrôler le détroit d'Ormuz. Il veut pouvoir imposer des frais de passage. Il veut maintenant retarder les discussions sur le programme nucléaire. Tout le reste semble hors de la table. Son soutien à ses alliés ou à ses mandataires paraît non négociable. Son programme de missiles balistiques est évidemment non négociable lui aussi. Cela place Trump dans une situation où il n'est même pas capable d'obtenir ce qu'il était censé avoir pu obtenir dans les discussions ou négociations d'Oman et de Genève. La situation semble donc maintenant très proche de l'issue qui avait été annoncée auparavant. Une action militaire devient presque inévitable, à moins que le blocus économique fonctionne. Le problème, quand on appelle chaque recul un plan magistral, c'est qu'à un moment donné, même la carte commence à se moquer de vous. Je pense toujours que c'est probablement vrai, même si nous ne pouvons pas en être certains à 100% à ce stade. Aucun de nous n'est assis dans le bureau ovale à écouter la conversation. Mais pour comprendre où tout cela pourrait mener, il faut prendre un peu de recul et regarder une analogie tirée de 1914. Lorsque la guerre a éclaté et que les Russes ont décidé de se mobiliser contre l'Autriche pour soutenir la Serbie, il n'y avait aucune unanimité au sein du cabinet britannique sur l'idée d'entrer en guerre. En fait, la majeure partie du cabinet a d'abord discuté de la possibilité d'une guerre contre l'Allemagne en disant que la Grande-Bretagne avait mené de nombreuses guerres contre les Français, mais n'avait jamais fait la guerre aux Allemands. Les intérêts britanniques n'entraient pas nécessairement en collision avec les intérêts allemands, donc l'instinct initial était que la Grande-Bretagne ne voulait probablement pas s'impliquer, mais l'issue a été différente. L'Allemagne avait violé la neutralité belge. La Grande-Bretagne avait signé un acte obscur plus 100 ans auparavant, et l'argument est devenu que la Grande-Bretagne devait retourner au combat et soutenir les Français. Winston Churchill était l'un des principaux bellicistes. Surprise, surprise, il a convaincu le cabinet que la guerre serait décidée en un après-midi dans la mer du Nord par la Royal Navy. L'idée était qu'il y aurait une gigantesque bataille navale entre la flotte de l'Atlantique de la Royal Navy et la flotte allemande. Les Allemands perdraient évidemment, et après avoir perdu cette première bataille en mer, ils seraient réticents à poursuivre. Par conséquent, la guerre ne se déclencherait pas sur terre. Avec le recul, beaucoup de gens se demanderaient comment quelqu'un a pu arriver à une telle conclusion. Qu'est-ce que cela aurait changé pour l'Allemagne d'avoir ou non une flotte combattant les Britanniques dans la mer du Nord ? Pourquoi quelqu'un aurait-il pensé qu'une victoire de la Royal Navy dans la mer du Nord aurait un grand impact sur l'Allemagne, qui possédait la force terrestre la plus importante et la plus puissante d'Europe, mais du point de vue britannique, la puissance navale était tout. C'était leur véritable force. Ils voyaient le monde comme étant façonné par leur puissance navale. Finalement, la Grande-Bretagne a bel et bien envoyé une force en France. Elle ne comptait qu'environ 150 000 hommes. C'était une bonne force, mais elle était terriblement insuffisante pour ce qui était nécessaire. La majeure partie a été détruite pendant sa retraite de 230 000 de la Belgique vers la France. À ce moment-là, beaucoup de gens en Grande-Bretagne ont dit qu'ils avaient commis une erreur. Cela ne fonctionnerait pas. Il fallait réduire les pertes et partir. En fait, le commandant du corps expéditionnaire britannique, le général French, a dit qu'il fallait se diriger vers les ports et quitter les lieux parce qu'ils n'avaient aucune chance de succès contre les Allemands qui les dominaient. Mais le gouvernement britannique a refusé de partir. Il y avait trop d'enjeux, l'honneur national, la réputation, la position de la Grande-Bretagne comme puissance dominante. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient absolument pas se désengager. Alors ils sont restés et ils ont payé un prix terrible. Ils ont perdu plus de 800 000 morts, leur économie a été gravement endommagée, au bout du compte, la victoire a été pyrrhique. On peut soutenir que la Grande-Bretagne ne s'est jamais complètement remise de la Première Guerre mondiale. Cela compte aujourd'hui parce que si l'on avait pu être dans le bureau ovale en train d'écouter le général Kane et d'autres parler au président Trump, le même genre d'observation aurait probablement été formulé. Les États-Unis ont la plus grande force aérienne du monde. Combiné à l'aviation navale, personne au monde ne peut leur résister. L'Iran n'aurait soi-disant aucune chance. L'Iran n'est pas perçu comme un pays fort. Son économie est une fraction de celle des États-Unis. Il dépense peu, être 1% de ce que les États-Unis dépensent pour la défense. De ce point de vue, les États-Unis semblent donc disposer d'un énorme avantage stratégique. C'est le genre de briefing où les applaudissements arrivent avant l'épreuve et où l'on dit aux preuves de rattraper le reste plus tard. Mais c'est pas ce qui s'est produit. La puissance navale ne décidera pas de l'issue de cette guerre. La puissance aérienne non plus. Même la puissance terrestre, si les États-Unis en déploient, ne fera pas de différence majeure. Parce que l'Amérique, un peu comme la Grande-Bretagne à l'époque, dispose d'une très petite armée pour ce qu'un tel conflit exigerait. La raison pour laquelle cela s'est produit, c'est d'abord et avant tout que les États-Unis voient les choses à travers leur propre vision. Ils voient le monde à travers une lentille qui leur convient, mais cette lentille ne peut être pas réaliste pour le reste du monde. Donald Trump se trouve dans une position terrible parce que, au milieu de tout cela, il a constamment répété que l'Amérique est la meilleure, la plus excellente du monde, et que cette armée est celle qu'il a reconstruite durant son dernier mandat. Cette affirmation est absurde. Il faut 10 ans
pour bâtir une armée. Il faut au moins autant de temps, probablement plus, pour bâtir une force aérienne. Il faut 20 ou 30 ans pour déployer une marine. Trump n'a rien construit de nouveau lorsqu'il était au pouvoir. Loin de là. Il est pris dans la grandiloquence, le matamore et le non-sens. Dire que c'est reconstruit ne fait pas apparaître l'acier, ne lance pas les navires et ne force pas la logistique à obéir au slogan de campagne. La question maintenant est de savoir ce qu'il va faire. Les conversations actuelles ressemblent à ce qui s'est produit lorsque la Grande-Bretagne a finalement déclaré la guerre à l'Allemagne. La logique devient que l'Amérique ne peut pas reculer, ne peut pas partir, ne peut pas admettre qu'elle a commis une erreur. Cela devient impossible. Mais les Britanniques ont renforcé la stupidité. Ils ont gaspillé 4 ou 5 ans, ainsi que d'énormes quantités de main-d'œuvre et de ressources dans une guerre qu'ils n'avaient pas besoin de mener. C'est la position de l'Amérique aujourd'hui. Sauf que la position américaine est plus faible que celle de la Grande-Bretagne en 1914. Elle est plus faible parce que ce que font les États-Unis est perçu par le reste du monde comme une manière de les empêcher d'accéder à des éléments essentiels. Le pétrole, l'hélium, le phosphore, les phosphates et toute la longue liste de choses vitales et essentielles qui sortent du Golfe Persique et vont vers le sud, global et l'Europe. Aux États-Unis et aussi en Europe, les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté de 42%. C'est la plus forte flambée des prix de l'essence depuis 2022 et elle est bien partie pour devenir la plus importante hausse observée depuis au moins 30 ans. Le secteur agricole américain est maintenant sous pression en raison d'un choc sur les coûts du diesel et des engrais. Les faillites agricoles ont augmenté de 46%. Il y a 9 millions de fermes aux États-Unis, soit le plus bas niveau jamais enregistré. Les prix du diesel ont augmenté de 54% par rapport à l'année précédente. 70% des agriculteurs américains disent qu'ils n'ont même pas les moyens d'acheter des engrais. La question est donc de savoir si l'Amérique peut faire cela. La réponse est pas très longtemps. Et cela, avant même de parler du reste du monde, qui blâme les États-Unis pour ses malheurs, avec une justification considérable. Les États-Unis ont mis en place ce blocus parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Le président Trump a décidé de ne pas décider. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour y penser, pour trouver une issue. Alors la réponse temporaire est devenue bloquer l'endroit. Quand la stratégie s'épuise, la conférence de presse appelle la pause une manœuvre brillante. Mais même pour une île comme Cuba, il a fallu 180 navires. Le blocus que les États-Unis ont imposé à Cuba s'étendait jusque dans l'Atlantique Nord. Les États-Unis n'ont pas 180 navires pour bloquer l'Iran, et l'Iran n'est pas une île. L'Iran dispose de voies par lesquelles il peut importer et exporter des biens, des services et surtout du pétrole. Cela signifie que le blocus est une solution temporaire. Il y a eu des discussions sur l'idée de rendre ce blocus mondial, mais si l'Amérique veut finir en guerre contre la Chine et regarder les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens et tous les autres encourager les Chinois, alors c'est là qu'un tel blocus mondial mènera. Un blocus mondial signifierait saisir des navires iraniens en dehors du golfe Persique. C'est ce que Exet a dit qu'il voulait faire. Un navire a été saisi à Malacca, dans le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca est un territoire stratégique vital pour la Chine. Les Chinois surveillent très attentivement la mer de Chine méridionale pour des raisons historiques. Avant que l'Amérique devienne problématique, la Chine a dû faire face à la Royal Navy, qui contrôlait la mer de Chine méridionale, et au bout du compte, les ports chinois. La Grande-Bretagne a forcé la Chine à accepter des millions de tonnes d'opium, créant des dépendances dans tout le pays. Ce furent les guerres de l'opium menées par la Royal Navy. Lorsque la Chine a finalement réussi à se débarrasser de la Royal Navy, elle a dû faire face à la marine impériale japonaise. La marine impériale japonaise a permis à 1 million de soldats japonais d'entrer en Chine et de tuer des millions de Chinois. Tout cela est lié à Taïwan et à la mer de Chine méridionale. Les Chinois ne resteront silencieux qu'un certain temps avant de conclure finalement que les Américains sont dangereux et qu'on ne peut pas les laisser continuer. La Chine possède une flotte, elle a la capacité. La question est de savoir combien de temps elle attendra avant de descendre dans la mer de Chine méridionale et de traverser directement le détroit de Malacca. Après tout, si l'Amérique met en œuvre ce petit blocus mondial, elle limitera encore davantage l'accès de tous les autres golfes persiques. L'Amérique vérifierait non seulement tout ce qui en sort, mais elle ne laisserait probablement rien y entrer. Toute cette affaire est une catastrophe et Donald Trump doit prendre une décision. Il peut faire 3 choix. Premièrement, il peut dire que tout cela est stupide et mettre fin au conflit avec l'Iran pour des raisons humanitaires, tout en admettant qu'il faudra trouver d'autres moyens de régler les différends. Deuxièmement, il peut maintenir le blocus aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire, jusqu'à ce que les Iraniens soient supposément affamés et finissent par crier grâce, comme il l'a mentionné l'autre jour, mais cela n'arrivera pas. Les Iraniens vont certainement survivre à cela. Ils vivent dans une immense forteresse entourée de montagnes,
Ils disposent de quantités inépuisables de missiles et de systèmes sans pilote. Ils peuvent frapper tout ce qui se trouve dans un rayon de 500 000 ou plus de leurs frontières. Ils ne vont nulle part. Le fantasme ici, c'est qu'un pays entouré de montagnes lira une publication sur les réseaux sociaux et se rendra pour l'effet dramatique. Cela ramène la question à la possibilité de reprendre des frappes cinétiques, de relancer la guerre aérienne et balistique. Il y a des milliers de soldats terrestres qui, du moins en théorie, pourraient être employés d'une certaine façon dans le golfe Persique. Alors que fera Trump? Pour répondre à cela, il faut revenir à la nature de Trump. Et la nature de Trump, c'est Roy Cohn. Roy Cohn lui a appris, premièrement, tout nier. Deuxièmement, attaquer. Troisièmement, transformer tout en victoire. C'est une doctrine de communication déguisée en grande stratégie, avec la réalité assignée au rôle de témoin hostile. Mais Donald Trump n'est pas un homme stupide. Il ne peut pas simplement s'en aller et dire que l'Amérique a tout détruit et gagné. Il ne peut dire qu'un certain nombre de fois que l'Amérique a vaincu la marine iranienne ou vaincu l'armée de l'air iranienne, deux éléments sans grande importance pour les Iraniens, avant que plus personne n'y croie. Cela signifie qu'il fait face à une humiliation nationale. La seule façon pour lui de s'en sortir est de reconnaître que l'Amérique souffre davantage chez elle à cause de cette situation, que ce qui est bon pour lui politiquement est bon pour le peuple américain. Il doit aussi comprendre que le monde entier s'aligne progressivement avec l'Iran contre les États-Unis. Le meilleur choix serait qu'il se retire. Il devrait dire que, pour des raisons humanitaires, il le doit au reste du monde, parce qu'il s'agit d'un problème mondial et qu'il ne sera pas réglé par la puissance militaire. Mais je ne le vois pas faire cela. Je pense qu'il frappera. La rhétorique de Trump rend les choses encore plus difficiles. Il a dit que le blocus est génial, qu'il est infaillible à 100% et qu'il montre à quel point la marine américaine est bonne. Il a dit que, militairement, l'Amérique a écrasé l'Iran, que l'Iran n'a plus d'armée, que sa marine est au fond de la mer et que son armée de l'air ne volera plus jamais. Cela peut être le discours politique auquel on s'attend de la part de Trump, mais les Iraniens semblent l'avoir mal pris. Sa rhétorique nuit aux États-Unis parce que les Iraniens ne sont pas le genre de peuple qui veut être humilié. Selon le Wall Street Journal, ils ont dit que sa rhétorique rendait plus difficile pour eux de négocier avec les décideurs. S'ils concèdent quoi que ce soit pendant qu'ils parlent ainsi, cela devient encore plus difficile. Apparemment, la diplomatie exige maintenant que l'autre camp applaudisse sa propre humiliation avant de s'asseoir à la table. Il semble pas avoir changé de ton. Il dit maintenant qu'ils doivent crier grâce. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire nous abandonnons, parce que leur économie est en très mauvaise posture et qu'elle est morte. L'Amérique se trouve donc dans la position d'essayer la deuxième option, un blocus économique pour voir qui clignera des yeux en premier, mais les Iraniens peuvent tenir pendant des mois. Je ne sais pas combien de mois, mais certainement pendant de très nombreux mois. Ils ont les Russes et les Chinois qui vont les aider, les soutenir de toutes les façons possibles. Ils continueront de commercer avec tous ceux qui voudront commercer avec eux, et cela représente la majeure partie du monde. Le problème est beaucoup plus grand du côté américain. C'est pas une guerre existentielle pour les États-Unis, c'est une guerre que l'Amérique n'avait jamais besoin de mener. L'Amérique est impliquée dans cette guerre à cause d'Israël, parce que monsieur Netanyahou a essentiellement dit qu'Israël et les États-Unis pouvaient gagner cela en quelques jours et éliminer une menace existentielle contre Israël. Cela ne s'est pas produit. La menace existentielle contre Israël est maintenant, à mon avis, encore plus grande qu'elle ne l'était avant le début de la guerre. La question difficile est de savoir comment Trump peut accepter les exigences iraniennes. L'Iran semble avoir le dessus, et Trump a montré non seulement qu'il voulait s'éloigner de cette guerre, mais qu'il était prêt à abandonner beaucoup des exigences et des demandes initiales qu'il avait formulées au début du conflit. Mais les Iraniens demandent des choses qui paraissent impossibles à accepter pour Trump. Accepter le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz sans limite de temps diminuerait, et même détruirait complètement l'image américaine d'une marine la plus puissante du monde, protectrice des mers et du commerce international, ainsi que l'image d'une armée la plus puissante du monde. Cela change l'ordre mondial, parce que d'autres pays pourraient faire la même chose dans leur propre détroit. Cela diminue les États-Unis à un niveau tel qu'il ne s'agit plus simplement d'une perte politique pour Trump, mais de quelque chose qui aurait des conséquences catastrophiques pour les États-Unis. Et partir sans aucune concession sur le programme nucléaire serait aussi une perte humiliante pour Trump. Il ne peut même pas transformer cela, comme Roy Cohn le lui a enseigné, en victoire. Cela soulève la question de savoir si l'Iran devrait lui aussi concéder quelque chose, pas tout, mais quelque chose. L'Iran peut demander la levée des sanctions et le dégel de ses avoirs. C'est son droit, il subit une guerre économique depuis des décennies, mais si l'Iran accorde des concessions sur le programme nucléaire tout en exigeant le contrôle du détroit d'Ormuz sans limite de temps, cela demeure une exigence extrême. Le contre-argument, c'est que les Turcs ottomans ont perdu la Première Guerre mondiale face à la Grande-Bretagne, mais les Britanniques ont accepté avec empressement la Convention de Montreux, qui a donné à la Turquie le contrôle du Bosphore et des Dardanelles.
Les Turcs ont très bien géré cela. Donc, concéder quelque chose que l'Amérique ne peut pas renverser n'est pas nécessairement catastrophique. L'Amérique n'est pas entrée en guerre pour empêcher l'Iran de contrôler le détroit. Apparemment, personne n'a pris la peine d'envisager la possibilité que l'Iran puisse finalement y parvenir. Mais le point plus large, c'est que l'Amérique n'a pas compris à quel point ce complexe de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, combiné à une surveillance persistante depuis l'espace et lié à toutes sortes de systèmes de missiles et de systèmes sans pilote au sol, pouvait être aussi efficace qu'il l'a été. L'Amérique n'a pas apprécié cette réalité. Elle aurait dû. Elle en avait vu des preuves dans l'Est de l'Ukraine, mais elle ne l'a pas vraiment prise au sérieux. C'est le même problème que les Britanniques ont connu. L'Amérique a tendance à prendre son expérience contre des adversaires faibles et à la transposer dans des hypothèses sur les conflits entre grandes puissances. C'était une chose pour l'armée britannique d'affronter des tribus au Waziristan ou de massacrer des tribus soudanaises avec des mitrailleuses en 1899. Affronter l'armée impériale allemande était une toute autre affaire. Les Britanniques et les Français ont combattu désespérément pendant 3 ans. Et si l'Amérique n'était pas entrée en guerre pour les secourir, ils auraient dû concéder la défaite. Ils auraient dû s'asseoir et négocier des conditions avec les Allemands, ce qu'ils ne voulaient pas faire. L'Amérique les a sauvés. Mais aujourd'hui, il n'y a personne pour sauver l'Amérique. Il n'y a pas de cavalerie en coulisses cette fois-ci, aucune entrée tardive écrite pour sauver l'Empire de ses propres slogans. Il faut donc que l'une de deux choses se produise. Si le président Trump ne peut pas trouver en lui-même la capacité d'accepter la réalité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas gagner cela, et s'il n'est pas prêt à faire des concessions et veut plutôt faire traîner les choses mois après mois, ce qui est une possibilité distincte qu'il ne faut pas exclure, alors même s'il recommence à lancer des frappes, ces frappes ne produiront pas l'effet qu'il souhaite. Même après avoir lancé davantage de frappes, il restera coincé avec le même problème essentiel. S'il ne peut pas accepter cela, alors la réponse devient le retrait du président. C'est pas impossible. Le peuple américain n'a jamais été consulté à ce sujet. Comment cette guerre a-t-elle pu commencer sans véritable consultation du peuple américain? Les Américains n'ont pas été appelés à voter dessus. Personne n'est allé devant le peuple américain pour lui présenter les arguments. Le président n'a jamais prononcé de discours disant que l'Amérique allait combattre l'Iran, qu'elle allait entrer en guerre parce que les Israéliens ne veulent pas que l'Iran ait des armes nucléaires et que l'Amérique est d'accord, parce que les Israéliens ne veulent pas que l'Iran possède son arsenal de missiles balistiques et que l'Amérique est d'accord, et parce que les Israéliens ne veulent pas que l'Iran coopère avec qui que ce soit dans la région contre eux et que l'Amérique est d'accord. Il n'a jamais construit le dossier. S'il avait essayé de faire, la plupart des Américains auraient demandé pourquoi l'Amérique entrait encore en guerre, simplement parce que c'est ce qu'Israël veut. Une guerre vendue après l'impression du reçu n'est pas exactement la plus belle expérience de vente au détail de la démocratie. Il n'a jamais expliqué au peuple américain le caractère crucial de ce combat. Il n'a pas eu besoin d'aller devant le Congrès, parce que le Congrès est pris dans l'emprise du lobby israélien. Le lobby israélien contrôle la Chambre, il contrôle le Sénat, il contrôle aussi évidemment Donald Trump à la Maison-Blanche. Certains disent que ce n'est pas vrai, que personne ne contrôle Donald Trump. Mais si le lobby israélien ne contrôlait pas Donald Trump, il ne serait pas entré en guerre. Quant à l'argument selon lequel il s'agirait en réalité de la Chine, et que l'Amérique essayerait de faire mal à la Chine en étranglant le Golfe Persique, c'est une idée très stupide. Si l'Amérique essaie vraiment de faire cela, elle finira en guerre contre la Chine. La Chine n'est pas un adversaire faible. Toutes les victoires que l'Amérique a remportées contre des Irakiens, des Afghans, des Libyens ou qui que ce soit d'autre n'ont absolument aucune signification dans ce contexte. La Chine est une puissance de rang équivalent. C'est une méga-puissance à tous les niveaux imaginables, une autre puissance continentale qui ne peut pas être conquise. Je ne pense donc pas que l'idée ait été d'entrer en guerre pour nuire à la Chine. Mais des gens à Washington sont assez stupides pour dire qu'il s'agit d'un bénéfice inattendu parce que l'Amérique nuit à la Chine. Cette logique ignore les terres rares que la Chine contrôle, qui sont vitales pour les industries de défense américaines et pour beaucoup d'autres choses dans la vie privée et publique. La Chine peut essentiellement couper l'accès des États-Unis. Que fait l'Amérique ensuite lorsqu'elle veut reproduire des missiles, qu'il s'agisse de missiles Patriot, de missiles de frappe, d'avions ou de quoi que ce soit d'autre? C'est une idée très très stupide de croire que cela va, d'une manière ou d'une autre, nuire à la Chine. La Chine est encore plus résiliente que l'Iran. Ce n'est que dans une note de fantaisie pro-Trump que chercher la confrontation avec la chaîne d'approvisionnement compte comme un levier contre le fournisseur. L'idée que cela pourrait donner aux États-Unis un levier sur la Chine a déjà été dépassée par les événements. L'époque où l'on parlait d'un contrôle américain du détroit d'Ormuz n'est plus d'actualité. Maintenant, l'objectif est simplement de sortir de la guerre sans subir une défaite humiliante. C'est ce que l'Amérique essaie d'obtenir. Mais les Iraniens ne permettent même pas à Trump d'y parvenir.
Il peut y avoir des éléments au sein du corps des gardiens de la révolution islamique ou IRGC qui non seulement ne veulent pas concéder, mais qui ont été enhardis par cette guerre et pourraient même vouloir attirer les États-Unis de nouveau dans le conflit. Des rapports ont circulé à ce sujet, même s'il est impossible de savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Il est possible que certains éléments veuillent attirer les États-Unis dans la guerre afin d'épuiser davantage leurs munitions, de leur causer plus de tort et d'assurer une dissuasion à long terme pour qu'aucun président ne recommence. Il peut certainement y avoir des gens comme cela, mais je ne pense pas que cela caractérise l'objectif national. L'Iran aimerait beaucoup voir cette guerre prendre fin, mais l'Iran veut certaines choses dont l'évacuation complète des forces américaines de la région. L'Iran est fatigué d'être entouré de bases américaines à partir desquelles l'Amérique peut lancer des attaques. Moustapha l'a dit dans une déclaration en parlant de bases américaines qui ne devraient plus être présentes dans la région. Je ne blâme pas l'Iran pour cela et j'irai même plus loin. Ces bases ne sont plus utiles. Elles ne sont plus utiles parce qu'elles peuvent être facilement attaquées et détruites par des armes de précision guidées depuis l'espace, avec l'avantage d'une surveillance persistante. Toute la stratégie militaire américaine, toute la structure des forces militaires américaines est coincée quelque part en 1944 et 1945. Les marines, les officiers de l'armée et les officiers de la marine parlent encore de prendre le contrôle des premières et deuxièmes chaînes d'îles. Mais si l'Amérique s'installe sur une petite île, l'ennemi serait ravi. Tout ce qu'il a à faire, c'est dévaster l'île. Combien de temps Guam tiendrait-elle dans une guerre contre les Chinois? 15 minutes? 30 minutes? C'est insensé. À moins que l'Amérique dispose d'une île de la taille de Bornéo, tout ce qu'elle essaiera d'occuper et d'utiliser ne tiendra pas. Autrement dit, toute cette mentalité stratégique du 19e siècle et du milieu du 20e siècle est dépassée. Ce que l'Iran a appris à faire, de nombreuses autres puissances moyennes pourront le reproduire. C'est l'autre leçon. La doctrine veut encore une forteresse insulaire. L'ère des missiles a déjà envoyé l'avis d'éviction. Cela crée un problème majeur à long terme parce que beaucoup d'autres pays verront cela comme un précédent dans leur manière de traiter avec les États-Unis. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est produit avec Venezuela, où un camp a capitulé dans une certaine mesure. L'Iran a fait exactement le contraire, et cela s'est retourné contre les États-Unis. Un rapport a indiqué que le commandement central américain, le CENTCOM, avait demandé le déploiement du missile hypersonique Dark Eagle de l'armée américaine au Moyen-Orient pour une éventuelle utilisation contre l'Iran. Le Dark Eagle est le premier missile hypersonique déployé par l'armée américaine, officiellement désigné comme une arme hypersonique à longue portée. Il transporte un corps planant qui se déplace à une vitesse supérieure à Mach 5 avec une portée de plus de 1725 000. Il est conçu pour frapper des cibles de grande valeur et sensibles au temps que les armes actuelles ne peuvent pas atteindre à temps ou ne peuvent pas pénétrer, comme des installations souterraines durcies et des bunkers de commandement profondément enfouis. Mais tout ce que l'on sait vraiment à ce stade, c'est l'affirmation elle-même. Je suis incertain quant aux affirmations faites au sujet de cette arme. Nous ne savons pas avec certitude ce qu'elle fera ou ne fera pas en matière de puissance explosive. Il faudra attendre et voir si elle est utilisée, si elle fonctionne comme prévu. Beaucoup d'armes utilisées au début de la guerre ukraino-russe n'ont pas donné les résultats attendus, tant du côté occidental que du côté russe. Tant que ces systèmes ne sont pas utilisés, personne ne peut être certain à 100%. Il est logique que le président Trump essaie de se convaincre que l'une de ces armes sauvera l'opération. C'est ce qui s'est produit au cours de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Il s'est accroché à tout ce qui promettait la victoire. Il a regardé un certain nombre de systèmes d'armes miracles. Ces systèmes miracles auraient pu être extrêmement puissants s'il avait commencé dans cette voie en 1940, mais il avait 4 ans de retard. Et ces armes n'ont rien changé à l'issue de la guerre. L'arme miracle devient toujours plus séduisante lorsque la stratégie ordinaire s'est discrètement effondrée. L'Amérique se trouve maintenant dans une position semblable. Elle peut faire venir des missiles hypersoniques, mais combien de missiles hypersoniques peut-elle tirer? Combien peut-elle en produire? Et dans quel délai court? Quelle intensité peut-elle soutenir avec ces armes? Ce sont les questions cruciales. Je ne connais pas les réponses exactes, mais je soupçonne que ce système d'armes particulier ne pourra pas faire grand-chose pour changer l'attitude et l'état d'esprit du gouvernement iranien. La raison est simple. Quelle personne saine d'esprit s'assiérait pour négocier des conditions avec ce président et son gouvernement actuel en y croyant? L'Iran peut-il croire quoi que ce soit de ce que dit l'Amérique? Où est la preuve que l'Amérique respectera ses promesses? Il n'y en a aucune. Une poignée de main vaut moins lorsque l'autre main rédige déjà le prochain revirement. L'un des traités les plus importants jamais signés par l'Amérique a été le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité INF. L'Amérique l'a rejeté avec désinvolture. Ce fut un développement très important parce qu'il a libéré à la fois les États-Unis et les Soviétiques à l'époque de l'obligation de construire ces systèmes. Si un nombre suffisant de ces armes avait été construit, elles auraient pu créer une capacité de guerre en Europe qui est beaucoup plus petite que l'espace auquel l'Amérique fait maintenant face en Iran.
Finalement, les deux camps ont accepté d'éliminer cette catégorie. L'Amérique l'a rejetée. Maintenant, personne ne sait ce qui se passe. L'Amérique a abandonné tous les régimes de contrôle des armements sur lesquels elle comptait autrefois. Il n'y a pas de surveillance. L'Amérique ne sait pas avec une certitude absolue ce que ses adversaires potentiels possèdent, et eux ne savent pas nécessairement ce que l'Amérique possède. Alors pourquoi les Iraniens négocieraient-ils avec l'Amérique ? Pour eux, le meilleur scénario est que l'Amérique abandonne et parte. Le commandant de la marine iranienne a dit que l'Iran révélera bientôt quelque chose que l'Amérique redoute profondément, juste à sa porte. Le haut responsable iranien Mohsen Rezaei a déclaré que l'Iran ne tolérera pas un blocus naval et que si le blocus se poursuit, l'Iran répondra. En même temps, des rapports indiquent que Brad Cooper, le commandant du CENTCOM, présentera à Trump des options de frappe militaire contre l'Iran. Ces options comprendraient de courtes et puissantes frappes contre les infrastructures iraniennes, des opérations terrestres pour saisir une partie d'Ormuz et une mission des forces spéciales pour prendre directement l'uranium iranien. Autrement dit, toutes les choses déjà discutées sont sur la table. Selon Axios et un rapport similaire d'un autre média, toutes les options sont envisagées. L'Iran a clairement fait savoir que s'il est ramené dans la guerre, il ne retiendra plus ses coups. Il visera les infrastructures énergétiques du Golfe, fermera le détroit de Bab el-Mandeb et endommagera les câbles sous-marins des pays du Golfe. La vraie question est de savoir ce qui se produira si Trump accepte l'une de ces recommandations de Brad Cooper. Comment l'Iran répondra-t-il? À quoi ressemblera la guerre? L'Amérique pourrait-elle tomber dans un piège d'escalade où une chose en entraîne une autre, jusqu'à finir dans un nouveau bourbier? La question centrale est de savoir qui détient la domination de l'escalade, les États-Unis ou l'Iran. Je soutiendrai que l'Iran est maintenant en position de dicter l'escalade. Je pense aussi que l'appel du président Poutine au président Trump était centré sur cette question précise. Je ne sais pas ce qui s'est dit lors de cet appel, et il n'y a aucune raison pour que je le sache, mais je soupçonne que le président Poutine a peu être dit au président Trump quelque chose dans ce sens. Il s'agit d'une guerre existentielle pour l'Iran. Si l'Amérique attaque encore l'Iran, l'Iran répondra avec tout ce qu'il possède. Il n'a aucune raison de modérer sa réponse. Il n'a aucune raison de croire ce que l'Amérique dit. La recommandation de Poutine était probablement de ne pas retourner à la guerre, mais de trouver une autre issue. Je suis certain que le président Poutine a proposé de soutenir les négociations qui seraient tenues. En fin de compte, si les Iraniens devaient accepter quoi que ce soit que l'Amérique mettrait sur la table, ils voudraient probablement des garanties chinoises et russes selon lesquelles ces pays soutiendront l'Iran si ces accords sont violés. L'Iran est donc maintenant aux commandes, il a l'initiative stratégique, il peut dicter l'escalade, l'Amérique est limitée. Elle se trouve toujours à 6000 ou 7000 milles de chez elle. Tout doit être transporté sur une très grande distance pour atteindre l'espace de bataille. L'Amérique use beaucoup d'équipements et beaucoup de personnel. C'était une bonne chose de voir le Gerald Ford rentrer chez lui parce que ces gens ont besoin d'une pause. Ils ont traversé beaucoup de choses. Les gens ne savent pas ce que c'est que de passer de longues périodes en mer. Et tout l'équipement a besoin d'entretien. En ce moment, l'Amérique n'a plus que 2 groupes aéronavals, plus que l'armée de l'air peut mobiliser. Maintenant, elle regarde du côté de missiles hypersoniques qui, à ma connaissance, ont peu été testés, mais certainement jamais dans des conditions de combat. C'est une mesure de désespoir de la part du président Trump. Il cherche tout ce qu'il peut trouver, tout ce qu'il peut obtenir, tout ce qu'il peut utiliser pour faire plier l'Iran. Mais il n'y a rien qu'il puisse faire pour contraindre les Iraniens à se soumettre aux demandes israéliennes, ce qui est réellement la raison pour laquelle l'Amérique mène cette guerre. Il n'y a pas non plus d'incitation pour la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, le Vietnam ou qui que ce soit d'autre à intervenir pour arrêter cela. Beaucoup de gens regardent ce qui arrive à l'Amérique et y voient un retour de bâton pour son arrogance extrême et les mauvais traitements infligés à tant de peuples dans le monde pendant de très nombreuses années. Plus le chœur pro-Trump appelle cela de la domination, plus cela ressemble à de la panique avec un meilleur éclairage. Les Américains ne comprennent pas cela. Aux États-Unis, toute personne portant l'uniforme militaire américain porte un chapeau blanc permanent. C'est un bon gars. Tous ceux qui le combattent sont des méchants, mais le reste du monde ne voit pas les choses ainsi. En ce moment, beaucoup de gens aimeraient voir l'Amérique embarrassée. Le choix intelligent pour le président Trump serait de dire qu'il s'agit d'une crise terrible et qu'elle nuit à tout le monde. Il devrait dire qu'il est temps d'ouvrir le Golfe Persique, ordonner la suspension de toutes les opérations militaires contre l'Iran et désengager les forces américaines de la région. Il devrait dire que l'Amérique trouvera une autre voie et accueillera favorablement la médiation de puissances prêtes à aider à résoudre les différends avec l'Iran. Cela exigerait de traiter la désescalade comme une force, qui n'est pas exactement le style maison du podium de rassemblement. Mais il y a un problème, Israël. Israël a toujours voulu la destruction de l'Iran. C'est ce dont il s'agit dans cette guerre, du point de vue israélien. Mais Israël a peu être eu les yeux plus grands que le ventre. Je ne pense pas qu'il puisse simplement laisser tomber. Trump peut être très en colère après cette guerre et après les renseignements qu'on lui a fournis. Je ne serais pas surpris s'il s'en prenait à eux. Il a fait des commentaires qui suggèrent de la frustration. Il a dit qu'il avait appelé Netanyahou et lui avait dit qu'Israël devait agir de manière plus chirurgicale au Liban, ne pas démolir des immeubles,
parce que c'est trop terrible et que cela donne une mauvaise image d'Israël. C'est pas la déclaration la plus agressive, mais il semblait aussi avoir dit quelque chose de plus fort dans le sens où les États-Unis auraient ordonné à Israël d'arrêter d'attaquer le Liban. Pour l'instant, ce n'est que de la rhétorique et des choses semblables se sont déjà produites. Il faudrait que des actions suivent. Mais le cessez-le-feu au Liban tient dans une mesure très différente d'avant. Il est possible que cela soit la goutte qui fasse déborder le vase et que Trump déclenche ce qui est de toute façon inévitable, un changement massif aux États-Unis contre la politique étrangère israélienne ou contre l'influence israélienne sur la politique étrangère américaine. Mais c'est une interprétation pleine d'espoir. S'il y a assez de pluie et de soleil, l'herbe autour de ma maison poussera. Ce genre de questions, on ne peut pas vraiment recevoir de réponse certaine. Je ne vois pas beaucoup d'espoir. Si l'on est un Israélien qui soutient M. Netanyahou, c'est le moment parce qu'il contrôle maintenant entièrement les forces armées des États-Unis. C'est lui qui est réellement aux commandes. Si les gens n'ont pas compris cela lorsque M. Vance est sorti de la réunion, a pris le téléphone et a appelé Netanyahou, alors je ne sais pas quoi leur dire. Tant que cela ne changera pas fondamentalement, je ne pense pas qu'il sortira quoi que ce soit de magique ou de bon de cette relation. On peut espérer que Vance a appelé Netanyahou non pas pour obtenir son avis sur un accord de paix, mais pour lui dire que le Liban serait inclus. L'espoir est éternel. La dernière question est celle de la Chine. Jusqu'à quel point la Chine a-t-elle été impliquée dans cette guerre? Il y a eu ce cargo saisi par les États-Unis qui aurait, selon Trump, transporté un cadeau venu de Chine. Trump a dit que son contenu était classifié et qu'il ne pouvait pas parler de ce qu'il y avait dans ce cargo. Des rapports ont affirmé que la Chine avait livré non seulement des missiles solaires portables, ou MANPADS, à l'Iran, mais aussi des systèmes de défense aérienne, les HQ-9. La Chine avait aussi un navire de renseignement près du golfe Persique pendant toute la guerre. Des rapports ont affirmé que la Chine avait fourni du renseignement à l'Iran. La question est de savoir à quel point la Chine était impliquée et, plus important encore, jusqu'où elle ira si la guerre continue. Je pense que les Chinois sont aussi impliqués qu'ils peuvent l'être sans entrer en guerre contre les États-Unis. C'est là que s'arrête la limite. Contrairement à ce que pensent les gens à Washington, personne à Pékin et personne à Moscou ne veut entrer en guerre contre les États-Unis. Ils ne le veulent pas. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, les gens bombent le torse et disent que c'est parce que l'Amérique est la meilleure, la plus grande, la plus redoutable. Mais c'est pas la raison. La raison, c'est que la guerre est une idée très stupide. La guerre est trop destructrice. Elle nuit à l'activité commerciale. Elle détruit les niveaux de vie. Personne ne veut avoir quoi que ce soit à voir avec cela. L'Amérique est le pays qui parle de guerre. Pour certains stratèges pro-Trump, le mot fermeté semble vouloir dire offrir tous les autres en volontaire pour en subir les conséquences. Et dans les conférences en Asie, ce sont toujours les États-Unis qui essaient de convaincre tout le monde de se joindre à eux dans une nouvelle relation trilatérale pour attaquer la Chine. Très récemment, un général 4 étoiles de l'armée américaine en Corée, un endroit où beaucoup de gens aimeraient vraiment que l'armée américaine parte et rentre chez elle après plus de 70 ans, a fait une déclaration publique. Les Coréens en ont assez de la présence militaire américaine. Ils pensent que l'Amérique devrait partir, ils ne se sentent pas menacés par la Chine et ils savent que la Corée du Nord ne les attaquera pas. Mais ce général 4 étoiles a dit qu'il était temps de relier le Japon, la Corée et les Philippines pour construire ce qu'il a appelé un kill web dirigé contre la Chine. Ce dont il parlait vraiment, c'est du même système que l'on voit maintenant en Iran, un système de frappe ISR, c'est-à-dire de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, impliquant des moyens de tout type, du fond marin à l'espace, liés à toutes sortes d'armes d'attaque à distance, de longue portée, de moyenne portée et de courte portée, toutes dirigées contre la Chine. L'Amérique possède une batterie de missiles balistiques de théâtre installée sur l'île septentrionale de Luçon, aux Philippines, dirigée contre la Chine. Si l'on est chinois et que l'on entend ce genre de rhétorique, si l'on voit où se trouve l'Amérique et ce qu'elle fait, on devient convaincu qu'il faut rester sur ses gardes. La Chine ne veut pas de guerre, mais elle regarde les gens au pouvoir à Washington et conclut que ces gens veulent une guerre. L'Iran, qui est un important fournisseur de produits pétroliers pour la Chine, est donc un pays que la Chine va aider et soutenir. L'Iran est aussi vital pour l'initiative des nouvelles routes de la soie. Cette initiative n'est pas apparue parce que quelqu'un en Chine a simplement décidé de reconstruire la route de la soie qui fonctionnait efficacement sous l'Empire mongol. Elle est apparue parce que la Chine avait besoin d'une solution de rechange au commerce maritime. Il existe une organisation dans le Pacifique appelée la Marine américaine. La Chine ne sait pas quand celle-ci essaiera de bloquer la Chine, de détruire les ports chinois et d'empêcher la Chine de faire des affaires. La Chine a donc besoin d'un réseau de routes et de chemins de fer dans toute l'Asie centrale, descendant jusqu'en Iran, puis éventuellement à travers Suez et vers l'Afrique, et peut être jusqu'à Rochefort,
en France, sur la côte ouest. Ces choses sont perçues comme des nécessités stratégiques, vitales pour la sécurité nationale chinoise. Donc oui, la Chine fera tout ce qu'elle peut pour aider et soutenir l'Iran afin qu'il survive à cette expérience. La Russie fait beaucoup, elle aussi, mais elle est encore immobilisée dans l'est de l'Ukraine parce que le président Poutine a espéré contre toute attente pendant des années qu'il pourrait négocier la fin de la guerre. Je pense qu'il commence finalement à comprendre que personne ne s'assiera pour négocier avec lui. Cela pourrait changer si Merz à Berlin, Starmer à Londres et Macron en France étaient écartés, mais tant que cela n'arrivera pas, Poutine devra gagner la guerre une fois pour toutes. Je pense que c'est là que se dirige la Russie. L'Iran ne recevra donc pas autant de la Russie que de la Chine, mais tout le monde regarde l'Amérique à travers la même lentille. La lentille à travers laquelle l'Amérique regarde le reste du monde est déformée. Elle est irréaliste. Elle ne correspond pas à la réalité. L'Amérique est décalée par rapport à la réalité de cette planète. Elle ne veut pas vivre dans un monde où elle n'est pas la puissance hégémonique. C'est de cela qu'il s'agit au fond. Dans l'esprit de Trump, s'il ne peut pas écraser l'Iran et le contraindre à se soumettre, alors l'Amérique a de gros problèmes. La possibilité que l'Amérique n'ait pas besoin de faire cela, que toute cette guerre aurait pu être évitée, et qu'Israël devra apprendre à vivre comme un État normal à l'intérieur du Moyen-Orient, ne lui vient pas à l'esprit. C'est cela le problème. La tragédie, c'est qu'une guerre évitable peut devenir sacrée une fois que la machine à slogan a dépensé trop d'argent pour la défendre. La question initiale demeure donc, où tout cela va-t-il maintenant ? Il m'est très difficile de croire que Trump ne va pas, dans son propre esprit, déchaîner l'enfer dans une ultime tentative pour essayer de faire plier l'Iran. Cela ne fonctionnera pas. Je n'exclurai pas la possibilité que les Iraniens démontrent des capacités que nous n'avons pas encore vues. Je pense que cela arrivera. L'acte final pourrait être présenté comme une preuve de force, mais il risque de ressembler à un vendeur qui crie plus fort après l'échec du produit. Pour quelqu'un qui se trouve aux Émirats Arabes Unis, c'est assez sérieux pour envisager de refaire ses valises et de partir. Cela mérite une réflexion sérieuse. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.